Bonjour à tous. D'abord, je souhaitais remercier les organisateurs de me permettre de prendre la parole. Pour me présenter, je m'appelle Christophe Raveau, je suis médecin de formation et c'est assez amusant, mais c'est un bon enchaînement avec ce qui vient d'être dit. Je suis médecin produit sur le Méopa depuis 1990 et j'ai eu une expérience de patient, c'est-à-dire que je suis passé de l'autre côté de la barrière. Depuis 1990, évidemment, je fais pas mal de formations. Et donc, voici mon expérience. L'histoire commence en juillet-août 2017, où on a fait une ponction ganglionnaire sur un ganglion cervical qui traînait depuis 5-6 mois à peu près. Et en fait, le résultat, je l'ai appris, ça c'est de ma faute, hein, j'ai demandé à voir le résultat à la maison. Résultat, c'était... métastase d'un cancer épidermoïde. Et donc, entre juillet et août 2017, sur juillet-août 2017, j'ai eu tout le bilan d'extension. Pendant le bilan d'extension, le nombre de fois où j'ai entendu « bougez pas, je pique », je vous le laisse deviner. Et quand on demande s'il y a d'autres moyens de le présenter, la réponse est toujours la même, c'est « on m'a dit de dire comme ça ». Donc je pense que ça doit être une bonne solution certainement de dire comme ça, probablement. Bref, le bilan d'extension est bien évidemment avec plein d'examens très agréables comme il se doit. Je retrouve un cancer TX N2M0, c'est-à-dire un stade 3 sur 4. Et ça, je l'ai trouvé moi-même tout seul comme un grand sur Internet puisque malgré mes demandes, personne ne m'a expliqué exactement où était le stade de mon cancer. En septembre 2017, j'ai eu 3 interventions successives avec un curage ganglionnaire bilatéral. Et bref, le cancer devient un T1. Enfin, on a trouvé l'origine, c'était la luette, un T1 N2M0. Donc aujourd'hui, je n'ai plus de luette. Pour ceux qui se poseraient la question, ça n'empêche pas de ronfler. Et au réveil, découverte de quelques séquelles qu'on ne m'avait pas prévenues, notamment des séquelles sensitivo-motrices au niveau du cou, au niveau des oreilles, c'est-à-dire que je ne sens plus mes oreilles. Quand il fait froid, c'est pratique, je ne sens plus qu'il fait froid. La mâchoire, et puis des déficits sensitivo-moteurs au niveau des bras. Et surtout une dysphonie majeure, puisque je n'arrivais plus à parler dans la mesure où j'ai une paralysie d'une corde vocale, suite à une lésion du nerf récurrent. Et là, youpi, je suis content, le secrétariat d'ORL m'a laissé sortir avec la liste obtenue sur les pages jaunes des orthophonistes. Sauf que pour prendre rendez-vous, je vous laisse imaginer quand on n'a pas de voix, comment on fait. Bonne question, il faut un petit peu de logique. Je vous donne la réponse, c'est que heureusement, comme j'étais valide, j'ai pris mes petites jambes et je suis allé faire le tour des cabinets d'orthophonistes où on se rend compte qu'il y a beaucoup d'attentes et que les orthophonistes ont des spécialisations et qu'on ne rééduque pas un bégaiement de l'enfant comme une aphonie de l'adulte. Ce n'est pas du tout la même chose. Ensuite, entre octobre et décembre 2017, eh bien, c'est la suite du traitement, la chimio-radio, rencontre de l'oncologue. Alors, c'est moi qui ai déclenché le rendez-vous, sinon personne ne serait venu me chercher, bien évidemment. Manque de peau, elle part en retraite, donc je l'ai vue 2 fois, c'est à peu près la seule chose. J'ai quand même demandé un deuxième avis parce que malgré tout, je voulais savoir exactement où ça en était. Et le deuxième avis, le protocole est le même, c'est-à-dire 3 cures de chimio plus 33 séances de rayons. Et puis on continue la mise en place du traitement, la pose d'une chambre implantable. J'ai demandé du Méopa en expliquant qui j'étais et ce que je faisais, que j'étais capable de me l'auto-administrer. On m'a répondu que ce n'était pas nécessaire puisque j'avais l'air calme, puisque mon pouls n'était pas accéléré. Alors je vous laisse imaginer d'expliquer au cardiologue qui posait la chambre implantable que comme je suis sous bêta-bloquant, ça voulait dire que le traitement était bien équilibré. Ça a été un peu compliqué. Bref, j'ai serré les dents et je me suis mis en auto-hypnose. Heureusement, j'avais fait une formation d'hypnose à côté. Idem pour la pose de gastrostomie sous anesthésie locale, récusé pour l'anesthésie générale. Il paraît que je n'arrivais pas à ouvrir assez la bouche, donc ça gênait. Et j'ai entendu un anesthésiste me sortir à moi, quand même, quel culot, qu'avec des lunettes nasales et un peu de proto, c'était pareil. Et j'ai eu beau réclamer le pansement, je suis sorti de la clinique avec mon tuyau qui sortait
et pas de quoi faire un pansement. Et puis toujours les mêmes réponses quand on demande l'évolution et qu'est-ce que ça va devenir. Et quand on n'a pas de voix, je peux vous assurer que c'est extrêmement compliqué. Quand on se retrouve avec une ardoise magique pour aller faire les courses, ça fait un drôle d'effet. Et à chaque fois, les réponses, c'est ça va être long, faut être patient. Et quand on demande mais long combien, on vous dit oh, faut être patient, mais patient combien, pas de réponse. C'est très désagréable. Alors voilà comment je suis sorti avec ce genre de petites choses qui sortent du ventre et puis surtout pas de quoi faire le pansement. Heureusement, je suis médecin, donc j'ai pu me faire une ordonnance moi-même, mais je n'avais pas de quoi faire le pansement. Il a fallu que j'attende une semaine pour être pris en charge par un prestataire de service à domicile. Chimio-radiothérapie, eh bien, rencontre du radiothérapeute, pas de chance, il y en a une qui part en retraite, mais elle est partie en congé mater. Donc je l'ai vue juste avant le traitement et je l'ai vue juste après le traitement. Bref, 3 cures de chimio et 33 séances de rayon. Et je suis content parce que la consultation dite d'annonce a été effectivement faite au moment de la première chimio. Heureusement, je savais déjà depuis longtemps ce que j'avais. Mais toujours, faut être patient. Bref, je me suis rendu compte que finalement, d'être patient, d'être malade plutôt, c'est un véritable job à temps plein. Et j'avais la chance de pouvoir le gérer moi-même et d'avoir une formation qui me permettait de le gérer un petit peu. Parce qu'on entend parler de la coordination des soins, mais qui est-ce qui coordonne ? C'est le mec qui est à gauche, là. C'est lui qui coordonne tout, en fait. Et quand on n'a pas de voix et qu'il faut se débrouiller, je peux vous garantir que là, c'est vraiment une source de souffrance réelle. Je n'ai pas eu de réelle douleur, sauf pour les gestes provoqués, mais la douleur post-op et haute a été gérée correctement. Sauf que quand on n'a pas de voix, qu'il faut gérer les rendez-vous de kiné, les rendez-vous d'orthophoniste, les rendez-vous avec la diététicienne, les rendez-vous avec les taxis. S'il y a un retard, il faut rappeler le taxi sans voix pour lui dire qu'on va être en retard. Le mec, il est dans sa voiture, il n'entend rien du tout. Et moi, je n'ai pas de voix et j'arrive à lui dire « mais je vais être en retard parce que le radiothérapeute est en retard ». Ça, c'est compliqué à gérer. Et qui gère, c'est toujours le même. Alors, quand même, pour donner beaucoup d'optimisme, qu'est-ce qui s'est passé entre octobre 2017 et aujourd'hui ? Je dirais que la douleur provoquée, j'ai ressenti exactement un petit peu la même chose que ce qui a été présenté, c'est-à-dire que n'a pas été assez prise en charge. Négligée, et puis on n'écoute pas, comme ça c'est très bien. Je voudrais insister sur l'importance des soins de support, notamment le rôle important des kinés, notamment la kinésithérapie. Il est clair qu'avec 2 curages ganglionnaires, j'ai le cou qui est un petit peu raide, et si je ne fais pas de kiné, c'est un petit peu difficile. Il a fallu que je le réclame. Ce n'est pas à moi de le réclamer en tant que patient. Ensuite, les séances d'orthophonie, ça a duré 1 an, mais il est clair qu'aller trouver l'orthophoniste quand on ne parle pas, c'est un petit peu compliqué. L'importance de la diététicienne, le soutien de la diététicienne, la pose de la gastrostomie, ce qui est quand même pas très très facile, la psychologue et la cure post-cancer. Ça, je dois dire que ma cancérologue m'a proposé une cure post-cancer et j'ai beaucoup apprécié parce que ça permet vraiment de se ressourcer et de récupérer. Mais là encore, j'insiste sur cette difficulté pour les patients qui sont face à plein de difficultés, plus la prise de connaissance de la maladie, plus les déficiences qui en sortent. C'est véritablement une souffrance et la coordination est extrêmement compliquée. Moi, j'ai ressenti ça très très bien. Donc la nécessité de prendre en charge les patients, même s'ils sont professionnels de santé, je pense qu'un des torts que j'ai eu, c'est de dire que j'étais médecin. J'aurais mieux fait de rien dire parce qu'on est vu comme censé connaître tout. Eh bien non, on ne connaît pas tout du tout. Et quand on devient patient, on quitte la blouse du médecin. Le côté prévenir le patient de tout ce qui peut se produire. Le lymphœdème, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement embêtant. La baisse de l'audition. Aujourd'hui, je suis très content, j'ai 2 appareils, merci la chimiothérapie, on ne m'avait pas prévenu. J'insiste aussi sur l'entourage familial, bien entendu, les amis et l'entourage professionnel. J'ai la chance dans ma profession
où j'ai eu beaucoup de témoignages extrêmement sympathiques, ce qui me permet d'être ici aujourd'hui. Et puis toujours ça va être long, ça va être long. Attention aux phrases maladroites. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas faire mal, ça ne va pas être long, etc. Moi, je sais que dans les formations d'hypnose, c'est justement ce qu'il ne faut pas apprendre, ce qu'il faut apprendre pour ne pas le dire plutôt, pardon. Dieu sait si quand on est patient, je peux vous dire que c'est tout à fait vrai. Et puis, ne pas répondre, ça va être long. Quand on ne sait pas, il faut avoir le courage de le dire. Je ne sais pas. Ça, ce n'est pas forcément facile pour les soignants de dire je ne sais pas. Alors, ensuite, entre toujours octobre 2017 et aujourd'hui, j'ai repris le travail début avril, 6 mois et demi après le début de la maladie, parce qu'au bout de 6 mois et demi, la baisse de 25% de salaire est très motivante pour reprendre le travail. Et encore, j'ai la chance d'être dans une société où il y avait une prise en charge du salaire pendant un certain temps. Quand j'ai repris, on m'a proposé un truc magique qui est le mi-temps thérapeutique. On m'a dit, ah, ça c'est top, ça c'est ce qu'il te faut, ça. Ouais, sauf que le mi-salaire, il n'est pas thérapeutique. Ça, on ne me l'avait pas dit. Et tous ces renseignements-là, tous ces petits détails, enfin ces petits détails qui sont extrêmement importants, je les ai appris sur le tas et le tard, c'est-à-dire juste quand j'étais confronté au problème. Bref, j'ai repris à 4/5e et depuis juillet dernier, à temps plein, et ça ne se passe pas trop mal. Et toujours ça va être long, ça va être long. Alors l'avenir, je crois que c'est très rigolo, mais ça s'articule avec ce qui a été dit précédemment, mais il me faudrait certainement une deuxième vie professionnelle pour continuer à développer la prise en charge de la douleur et de l'anxiété, notamment pour les gestes provoqués. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, vous voyez, l'escalier est encore assez difficile à gravir. Et puis, je ne crois pas qu'elle soit ici aujourd'hui, mais je vais demander l'autorisation, mais nous avons une idée avec Sarah Chaumont, que beaucoup d'entre vous connaissent, j'imagine, un projet ambitieux, qui est celui-ci. On va mettre en place une formation et c'est un DU de bon sens. Alors, et pour terminer sur une note positive, je vous remercie. Mais quand je dis même pas peur, oui, effectivement, vous voyez, en 2018, en octobre, un an après, j'ai eu la chance de partir en Thaïlande. J'ai caressé le tigre. Bon, il est attaché, hein, mais il ne faut pas le dire. Et puis, en juin dernier, j'ai repris mes activités comme avant. Et notamment, vous avez des photos d'une formation dans un cabinet dentaire sur le Méopa, en Martinique, donc c'était plutôt sympa, avec une petite escapade à la plage. Voilà, je vous remercie pour votre attention.